Bismillahirrahmanirrahim. On traite aujourd'hui un cours très important concernant la pathologie infectieuse chez l'enfant et qui est les méningites et les méningoencéphalites de l'enfant et du nourrisson. Pour les gens qui viennent juste de nous suivre, vous allez retrouver tous ces supports dans la description. C'est le cours de professeur Boustara. Toujours, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Je vous invite à maximiser vos partages comme d'habitude et on engendre notre cours aujourd'hui. Les objectifs, c'est de savoir identifier les signes cliniques évocateurs d'une méningite selon l'âge. Donc c'est primordial. Un étudiant en cycle clinique doit avoir ces compétences. Connaître la technique de la ponction lombaire chez l'enfant, même la pratiquer dans les terrains de stage. Savoir interpréter les résultats d'analyse du liquide céphalorachidien. Est-ce qu'il s'agit d'une infection ou bien est-ce qu'il s'agit d'une méningite à liquide clair, à liquide purulent? Est-ce qu'il s'agit d'une méningite décapitée? C'est ce qu'on va voir dans ce cours, dans cette démarche. Diagnostiquer les différents types de méningites virales et bactériennes. Reconnaître les signes de gravité toujours. Faire du diagnostic différentiel et prendre en charge ces dernières. Voilà, une méningite malheureusement dans sa forme purpurique. Si vous avez cet aspect-là, purpura disséminé, probablement à méningocoque, pathologie hivernale, malheureusement cet enfant, il a, bien ce nourrisson, il a son pronostic vital mis en jeu et même son pronostic fonctionnel, vous allez voir, cette dernière, elle va terminer soit par la mort, par la décès, ou bien par l'amputation des membres, malheureusement. Donc c'est une pathologie lourde, notez-vous bien, prendre en charge, prenez note de tout ce qu'on va dire dans ce cours. On commence premièrement par la définition toujours dans notre démarche. Donc comme définition, une méningite, c'est l'inflammation des méninges. Les méninges sont les fines membranes, un petit rappel anatomique, les fines membranes qui vont entourer le cerveau et de la moelle épinière aussi. Donc une bêtise commise par les étudiants. Les méninges vont pas seulement recouvrir le cerveau ou bien l'encéphale, aussi la moelle épinière, elle est recouverte par des méninges. C'est pour cela, c'est l'intérêt de la ponction lombaire dans la jonction L4, L5. Vous allez voir ça dans la démarche de secours. Donc le liquide, c'est le liquide céphalorachidien ou le liquide cérébrospinal, le LCS. Tout ça, on avait vu précédemment dans l'infectiologie et dans le chapitre, bien dans le module de neurologie. Consultez-vous ces deux séries de vidéos pour plus d'informations. Donc il s'agit de trois couches. La primaire, la plus fine, la durmère, la plus externe et la plus dure. Et entre ces deux, il s'agit des espaces sous-arachnoïdiens. Voilà, en bleu, c'est là où il va circuler le liquide céphalorachidien ou le liquide cérébrospinal. Et ce dernier, il va nous donner les renseignements concernant le type de l'infection, soit virale, soit bactérienne, décapitée, tout ça, on va voir. Donc le diagnostic, il est évoqué devant un enfant qui est fébrile, qui présente un syndrome méningé. Donc là, je demande votre attention, prenez note. Qu'est-ce qu'un syndrome méningé? Donc un syndrome méningé veut dire, premièrement, céphalée, des vomissements engés. Deuxièmement, ça ressemble à l'hypertension intracrânienne, la photophobie et la raideur de la nuque. Voilà une raideur de la nuque illustrée dans l'image. Donc on répète, un enfant qui a de la fièvre, premièrement, un enfant fébrile, céphalée, vomissement engé, photophobie, raideur de la nuque, on appelle ça le syndrome méningé en association avec une fièvre. Vous allez suspecter, donc première compétence, suspectez-vous une méningite devant ce tableau clinique. Donc, toute manifestation neurologique assistée, associée plutôt à la fièvre, une somnolence excessive, une désorientation, des délires, des convulsions. On a un cours sur ça, sur les convulsions. Aussi, c'est en faveur d'une méningite. Un enfant qui a de la fièvre élevée, sans antécédent, peut développer ou bien avec des signes neuroméningés, vous allez penser aussi, sans avoir le syndrome méningé, vous allez penser à une méningite. Donc, deuxième contexte clinique. Le diagnostic, il est plus difficile devant un nourrisson qui est fébrile hyperalgique, devant une hypotonie axiale. Donc, vous pouvez pas savoir est-ce que cette hypotonie, elle est d'origine de cette affection méningée. Donc, parmi les signes, si vous vous souvenez, on avait dit ça dans la néonatologie, parmi les signes de méningite dans les infections bactériennes précoces, infections néonatales. Donc, c'était l'hypotonie qui est un signe majeur de cette infection et le refus alimentaire. Donc, ce qui est à résumer dans ce diagnostic, si on vous pose dans un contexte clinique, premièrement, un enfant qui est fébrile, un enfant qui a une élévation
ou bien un pic fibré secondaire à une infection, ou bien un foyer localisé, peut être une méningite. Si vous avez un enfant qui refuse les tétés, si vous avez un enfant qui a des signes neurologiques, des convulsions, des délires, fort probablement c'est une méningite, c'est à suspecter. Et si vous avez bien sûr fièvre en association avec du syndrome méningé, céphalée, vomissement angé, photophobie, raideur de la nuque, vous allez évoquer maintenant aussi votre diagnostic, votre suspicion de la méningite bactérienne ou bien la méningite. Aussi, un autre signe, voilà, le bombement des fontanelles. Si vous avez une fontanelle qui est bombée, donc la fontanelle antérieure bombée, c'est en faveur aussi de méningite. Donc, premièrement, première plaque, bien, premier paragraphe, le diagnostic de suspicion, il est évoqué devant ces 4 situations que vous devez les connaître par cœur. Non, on passe aux signes cliniques. Donc, chez le grand enfant, le diagnostic est le plus souvent facile. Vous allez voir un syndrome infectieux. On répète, fièvre, altération de l'état général, faciès toxique, votre syndrome méningé, le voilà. On est en train de répéter céphalée, vomissement, photophobie, myalgie, rachialgie, raideur de la nuque. Tout ça, c'est du syndrome méningé. Vous avez aussi des signes physiques qui sont la contracture méningée, donc nette, réalisons en position de chien de fusil, bien peut-être disquette, et il faut la rechercher par la raideur de la nuque. Donc voilà un examinateur qui est en train de chercher la raideur de la nuque. Si il va trouver cette dernière, c'est qu'il y a un syndrome méningé ou bien des signes physiques. On dit qu'il s'agit d'une contracture méningée. Aussi, deux manœuvres, tout ça vous avez vu dans votre sémiologie, là on revient, c'est la manœuvre de Koenig et de Brudzinski. Là, c'est aussi illustré dans votre support. Donc, c'est le même principe. Soit on va faire une flexion au niveau du tronc ou bien au niveau du membre inférieur pour le test de Koenig. Donc, toujours, le patient, il est en décubitus dorsal. Pour le Brudzinski, le patient, il va faire la flexion de quoi? Il va faire la flexion de la nuque. Donc là, à droite, ça c'est votre test de Brudzinski. Il y a manœuvre de Brudzinski. L'examinateur va faire une flexion de la nuque. J'ai un enfant qui est toujours allongé en décubitus dorsal. Ce qu'il va survenir? Donc, une flexion du membre inférieur ou bien flexion des genoux. Pourquoi? Donc, c'est la traction ou bien la tension qui est posée sur le rachis ou bien sur la colonne vertébrale ou bien sur la moelle épinière. Donc, c'est une tension au niveau des méninges. Ce patient-là, il va faire ce réflexe-là. Dès qu'on va faire la flexion de la nuque, il va faire la flexion lui-même du membre inférieur ou bien du genou. De même principe, ça c'est du Brudzinski, même principe pour le test de Koenig. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire toujours patient en décubitus dorsal, l'examinateur il va faire la flexion du cuisse vers le tronc. Qu'est-ce qu'on va noter? La flexion aussi du genou et une douleur lombaire qui témoigne de la tension, qui témoigne de l'infection, qui témoigne d'une pression ou bien d'une inflammation, une infection au niveau des méninges, au niveau du tronc, bien au niveau de la colonne vertébrale, même chose. Donc, c'est de les méninges. Donc, toutes deux manœuvres, Koenig, c'est en flexion de la hanche, Brudzinski, c'est la flexion de la tête ou bien de la nuque. Autre signe, c'est l'hyperesthésie cutanée, trouble vasomoteur, trouble de la conscience. Parfois, le tableau il est directement lancé par les troubles de conscience, comme l'obnubilation, les délires, les agitations, les convulsions. On a un cours sur les convulsions de l'enfant. Vous allez noter, incriminer la méningite devant les convulsions de l'enfant, voire la méningoencéphalite. Les réflexes osteo-tendineux peuvent être normaux comme ils peuvent être vifs selon le cas. Donc, quand vous savez évoquer, vous savez suspecter la méningite. Chez l'enfant, on répète, diagnostiquer est facile. Par contre, chez le nourrisson, donc malheureusement, le diagnostic là, il est plus difficile et le tableau, il est trompeur. La symptomatologie, elle n'est pas riche comme un enfant ou bien un grand enfant. Le début, pour le nourrisson, il est brutal, ou bien il est succédé par une épisode infectieuse d'allure banale. Pour cela, vous devez être vigilant. Donc, une infection, ou bien voir simplement une rhinopharyngite. J'espère
que vous souvenez de cours concernant les infections respiratoires aiguës, cette dernière, si vous avez un nourrisson qui a eu une infection nasale localisée ou bien infection aérienne supérieure, respiratoire supérieure aiguë, il est en train de développer une fièvre secondaire. Si vous avez l'ascension de la fièvre, pic thermique à 39-40 degrés, secondaire à une infection déjà connue, qui est même banale, même virale, cet enfant, vous allez suspecter, ou bien ce nourrisson, qui peut développer, vous allez suspecter là une méningite secondaire à ce foyer infectieux. La fièvre, voilà. La fièvre au premier plan avec des signes généraux importants, des troubles digestifs, là, il y a les diarrhées, les vomissements, refus de téter. Donc, c'est une symptomatologie qui est connue ou bien commune de plusieurs pathologies, donc c'est pas spécifique. Donc, la symptomatologie, si on résume chez un nourrisson, peut être résumée seulement à des diarrhées. Donc, pensez-vous, on répète, à une infection ou bien une méningite devant une simple diarrhée, altération de l'état général, refus de tétée non explicable, votre nouveau-né peut être en train de développer une méningite. La raideur de la nuque, elle est remplacée par une hypotonie du cou. Vous n'avez pas cette contracture de la nuque. Ça va contribuer à la difficulté du diagnostic chez le nourrisson. Parfois, la tête, elle est rejetée en arrière. Une hypertonie des membres inférieurs peut s'installer. Donc, le résumé de ce paragraphe, pensez-vous à une méningite devant une fièvre inexplicable, devant des diarrhées, altération de l'état général, refus de téter. Donc, c'est votre réflexion devant un nourrisson. Bombement de la fontanelle antérieure en dehors du cri et en position assise et une hyperesthésie cutanée. Le diagnostic, il est plus difficile devant convulsion dans un contexte fébrile, somnolence inhabituelle avec accès d'agitation, ou bien cet aspect-là, si vous avez cet aspect, c'est de la purpura, malheureusement fébrile. Donc on ne sait pas, est-ce que ce nouveau-né est en train de développer une purpura secondaire à un trouble de l'hémostase, ou bien il est en train de développer une purpura secondaire à un trouble, ou bien à une méningite, surtout à pneumocoque. Si vous avez cet aspect-là, dans le contexte du méningite, malheureusement, ce nourrisson, répète, il risquera soit de décès, soit l'amputation du membre, ou bien des membres qui vont développer cette purpura. Dernièrement, plafonnement intermittent du regard, signé de l'hypertension dans certains des cas. Donc, un regard plafonné, tout ça, ça va vous gêner. C'est pour cela on suspecte la méningite devant ces signes cliniques. Enfin, il existe des signes de gravité qui justifient d'emblée une hospitalisation immédiate en réanimation qui sont, voilà, donc la purpura fulminante, si vous avez cet aspect-là, on répète, c'est fort probablement méningite à méningocoque, pronostic vital et fonctionnel des membres, il est engendré, des troubles hémodynamiques nécessitent, ou bien c'est une indication à l'hospitalisation, troubles de la conscience, voire coma, et des signes neurologiques déficitaires. Donc, si vous avez ces signes-là, ce nourrisson, il nécessite une hospitalisation. Donc, le diagnostic là, il est facilement posé ou bien il est rapidement posé afin d'hospitaliser le patient. Surtout, gardez-vous en tête l'aspect de cette purpura-là. Donc là, voilà, trouble vasomoteur, voilà les purpuras, du signe de septicémie, les méningites, voilà malheureusement un autre aspect. Donc, un enfant qui a développé une méningite dans sa forme purpurique, généralement le germe incriminé là, on répète, c'est le méningocoque, indication à l'hospitalisation, réanimation. Malheureusement, pronostic vital, il est engagé dans ce cas. Donc, on va arrêter notre démarche là. Donc, j'espère que maintenant vous allez suspecter ou penser à une méningite. Donc là, voilà encore une méningite dans sa forme purpurique. N'oubliez pas cette forme de purpura et le méningocoque, la forme fulminante, la forme la plus grave, engendrant le pronostic vital et même le pronostic fonctionnel du membre. Parfois, l'amputation est le seul choix thérapeutique devant cette dernière cas. Dans ce dernier cas. On va arrêter là, on va continuer prochainement pour le diagnostic de certitude et la thérapeutique toujours dans notre démarche. Merci pour votre attention. À la prochaine. Bon courage dans vos préparations.